Très bien. Cela dit, je donne la parole à Michael Scherer. Merci, Michael, tu as la parole. Onorevole consigliere. Très cher conseiller d'État, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est un véritable plaisir que de pouvoir participer à la 6e édition du congrès Aqua à 360. Les eaux souterraines représentent la source première de notre bien le plus précieux, l'eau potable. En Suisse, l'approvisionnement en eau repose sur 12 000 puits de captage. La protection des eaux souterraines vise un double objectif: assurer à long terme la quantité et la qualité de cette ressource qui est vitale, et en même temps il est essentiel de protéger les écosystèmes qui dépendent de ces eaux. Dans mon intervention, j'essaierai d'illustrer les défis qui nous incombent de relever et les solutions possibles pour assurer une protection efficace et durable des eaux souterraines. Je vous remercie de votre attention et si vous me le permettez, je passe à l'allemand pour ma présentation à proprement parler, car malheureusement, je n'ai pas été en mesure de préparer cette présentation en italien. Mais pour moi, c'est plus aisé que de parler librement, raison pour laquelle je passe à la langue allemande. Alors, nous, on vit là où l'eau souterraine est présente et qui devient de l'eau potable. À 80%, l'eau potable, on la tire justement des eaux souterraines. Donc, ces 12 000 puits de captage d'intérêt public sont distribués partout en Suisse et permettent de faire en sorte que le système d'approvisionnement en eau soit très résistant et résilient. On constate ici que les eaux souterraines sont présentes là où on vit, où nous exerçons nos activités au quotidien. Et ici, vous avez un certain nombre d'exemples de différents types de pollution, de sources de pollution des eaux souterraines qui nous mettent devant des défis en ce qui concerne la protection des eaux souterraines et en termes également d'approvisionnement des eaux pour nous tous. Par exemple, nous avons des sites pollués dans le sous-sol et en fonction des travaux et des aménagements que l'on réalise, il peut arriver que le débit d'eau soit, disons, détourné dans le sous-sol et les eaux risquent d'être polluées justement là où ce n'était pas le cas. Par exemple, lors de fouilles effectuées, on a découvert des substances polluantes qui ont fini dans l'eau potable. Il y a également des systèmes d'égouts, mais là aussi, si les tuyauteries sont restées longtemps, elles peuvent se dégrader. Et justement, dans les eaux d'égout, il y a beaucoup de substances chimiques, des germes fécaux, des pathogènes. Bref, vous pouvez imaginer que si on est à proximité d'un captage d'eau souterraine et si justement des égouts comportent justement des fuites, il est évident que le captage risque de capter justement ces polluants. Ça, c'est un risque important, un risque majeur, tout à fait réel. Tout à l'heure, je vous fournirai un exemple. Car fort heureusement, on n'a eu que quelques cas de pollution de ce type, mais on construit de plus en plus au sous-sol, d'où
augmentation de ce risque. Ensuite, on a l'industrie, les sites industriels qui travaillent et qui transforment beaucoup de produits chimiques. Des règlements existent pour intervenir en cas d'urgence, bien entendu, mais dans la mesure où les sites industriels sont présents, là où ils sont présents, eh bien, la présence d'un accident peut être une source de pollution. Ensuite, on a les établissements humains avec les eaux usées, l'eau de pluie qui passe justement dans les sous-sols. Et pour éviter justement les inondations, et donc des aménagements sont réalisés, mais lorsque l'eau de pluie donc passe dans les sous-sols, eh bien, elle peut à son tour être polluée et ces eaux polluées peuvent justement cheminer vers les eaux souterraines. Ensuite, l'agriculture, on connaît bien cette source de pollution. L'alimentation humaine est très importante et il est important d'être autonome, indépendant du point de vue alimentaire, mais dans la culture agricole, les pesticides, hélas, sont la plupart du temps nécessaires et les herbicides aussi, mais les produits de dégradation de ces produits phytosanitaires peuvent justement finir dans les eaux souterraines. On l'a lu, le chlorothalonil par exemple a fait la une de pas mal de journaux, j'en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, ce sont autant de sources de produits nocifs pour les eaux souterraines. Et puis nous avons également le bâti, des bâtiments au sous-sol justement. Parfois il faut creuser en raison justement de la pénurie d'espace en surface. Et donc finalement lorsqu'on creuse, on touche aux eaux souterraines. En Suisse, les établissements humains sont parfois très denses. Il peut arriver et que lorsqu'on creuse et qu'on justement construit au sous-sol, on peut détourner l'écoulement d'eau et ceci peut avoir des répercussions sur les sites de captage des eaux. Y compris et au niveau des lacs, des plans d'eau, etc. Ce sont autant de défis que nous devons relever et l'eau souterraine justement n'est pas visible et on ne peut pas savoir justement si elle est polluée ou non. Et on ne peut pas non plus détecter des modifications ou des détournements des cours d'eau souterrains. Il se peut aussi que le niveau des eaux se relève et on le constate lorsque nos caves sont inondées. Voilà, autant de répercussions négatives. Voilà. Ça, c'est une liste de défis auxquels nous sommes confrontés et tout à l'heure, je vous montrerai un certain nombre d'outils et de moyens et le cadre législatif adopté pour encadrer tout ça. Les défis sont majeurs, les sujets sont vastes et complexes et je souhaiterais vous montrer un certain nombre de dispositions législatives qui encadrent justement la protection de nos eaux souterraines dans un but justement de production d'eau potable. D'abord, on a la loi sur la protection des eaux et dans ce contexte, nous avons à la base un principe de précaution qui consiste à éviter la pollution. Ça s'appelle justement principe de précaution, savoir tenir un comportement qui permette de faire en sorte que les générations futures puissent bénéficier de la même situation que nous, voire meilleure que la nôtre. Ce serait encore mieux si les eaux souterraines étaient encore plus propres en 100 ans. Ensuite, on a la loi sur la protection de l'environnement, une loi qui régule et qui encadre les assainissements, la gestion des déchetteries. C'est une loi très importante. Je ne vais pas revenir sur cette loi. Ensuite, on a toute la législation qui porte sur les produits chimiques. Raphaël l'a déjà signalé. Il s'agit d'un sujet de
taille qui était gérée jusque-là en interdisant certains produits, et ceci concerne la Suisse mais le monde entier. Et ça, c'est un défi majeur, c'est le plus gros défi, et notamment certains produits, et du fait de leurs caractéristiques chimiques, devraient être interdits, voire tout au moins limités. Et donc, il s'agit de trouver justement des remplaçants. Et ça appartient justement à la législation que d'encadrer les substances chimiques. Et ceci contribue bien sûr à la protection des eaux. Mais c'est une loi qui n'est pas directement la nôtre. Ensuite, on a d'autres lois régionales qui interviennent, des lois de la Confédération. Des mesures existent qui visent justement la protection de l'alimentation et l'approvisionnement en énergie électrique, gaz et eau, autant de dispositions importantes qui ont des répercussions au final sur la protection des eaux finales. Ensuite, il y a toute la législation qui porte sur l'agriculture. Et ceci aussi peut avoir un impact majeur sur la qualité des eaux, on le sait bien. Les normes qui encadrent les services d'approvisionnement en eau, avec les systèmes d'autocontrôle, la gestion des risques, et puis l'état des systèmes d'approvisionnement qui reposent sur des principes de l'état de l'art. Autant de principes et de mesures qui contribuent de manière importante à protéger justement la qualité de l'eau. Et j'en viens directement à la loi pour la protection des eaux souterraines. L'objectif ici, ce sont des termes juridiques, c'est compliqué, mais en tout cas, la loi vise la protection contre les effets préjudiciables. Ces effets préjudiciables, c'est la pollution des eaux souterraines, ou bien apport de chaleur aussi. Donc, ensuite, et dans ce cas-là, il ne s'agit pas simplement de l'eau chaude qui sort du robinet, mais il peut y avoir aussi des cas d'eau souterraine chaude qui peut dégager justement des réactions chimiques, déclencher des réactions, voire la prolifération de micro-organismes. Il s'agit justement d'apports de chaleur qui, dans les eaux souterraines, peuvent justement causer des préjudices. Même chose pour ce qui est des apports de froid, donc chaleur et froid ayant un impact. Ensuite, les bâtiments et les aménagements dans les eaux souterraines, on en a parlé, ceci pourrait détourner le cours des eaux et ça peut devenir un problème majeur pour les habitants de ces espaces. Dans le canton du Tessin, on connaît des périodes de sécheresse, donc absence de pluie prolongée, et là aussi, il est essentiel d'éviter l'abus dans l'utilisation de l'eau, faire en sorte que l'eau nécessaire soit toujours disponible en régulant leur utilisation, en minimisant justement la dispersion d'eau. Sachant que les bassins s'inscrivent dans un système plus vaste et qui doivent être protégés. Alors pourquoi protéger les eaux souterraines? Ici, vous avez l'exemple d'un accident sur un chemin de fer où plusieurs voitures ont déraillé, plusieurs wagons ont cassé, ils ont eu des fuites et les fuites sont passées dans les eaux souterraines. Et donc, on pourrait se dire simplement, se demander pourquoi ça pourrait être. Pourquoi cet accident est à considérer comme très dangereux? Eh bien, parce qu'on était à 300 mètres d'une nappe phréatique et d'un puits de captage de l'eau phréatique de la nappe. Donc, c'était vraiment à proximité du captage, du point de captage.
qui en soi n'est pas un problème, mais lors d'accidents de ce type, ça peut se traduire par des dégâts majeurs. Voilà pourquoi il est important de bien concevoir les aménagements lorsque à proximité il y a des points de captation d'eau. Et dans ce cas-là, le puits de captage a été mis hors service pendant une longue période jusqu'à ce que justement l'on ait vérifié que la nappe n'était pas contaminée. Ici, on voit de la rouille, un tuyau rouillé, et ça, c'était justement c'était un aménagement qui était à proximité d'un point de captage dans une zone de protection des eaux. Et cette conduite était particulière d'ailleurs, elle avait été construite avec un double revêtement et donc plusieurs couches assuraient la protection du contenu, éviter donc les fuites d'eau. Et dans ce cas-là, les deux revêtements ont été corrodés et un capteur a lancé l'alarme, mais cette alarme a été ignorée. Que s'est-il passé? Eh bien, ces eaux eh bien, ont fini dans le puits de captage et en l'espace de quelques mois, 3500 personnes sont tombées malades et notamment des personnes qui avaient bu l'eau potable qui sortait justement, qui arrivait de ce puits de captage. Donc, dans ce cas-là, les conduites, si les conduites sont étanches, tout va bien, mais lorsque les conduites restent longtemps dans le sol, eh bien, elles risquent de fuir. Voilà pourquoi il est important d'assurer justement la solidité à long terme de ces conduites. Donc, de toute manière, il vaudrait mieux ne pas installer des conduites à proximité justement des points de captage. Je sais que les débats sont toujours importants. Mauro Veronesi aura certainement son mot à dire à ce propos et pas que lui. Ensuite, les eaux souterraines jouent toujours un rôle majeur en termes de niveau également. J'ai déjà évoqué cette question. Le niveau des eaux peut changer. Lorsqu'on construit, il faut que le niveau d'eau soit baissé. Parfois, ça ne marche pas. Ici, par exemple, c'est l'exemple d'un aménagement, d'une fouille pour la construction d'une fondation, la construction d'un chantier, et ça c'est une source de pollution importante. Bref, on constate de nombreux exemples qui peuvent se traduire par des risques. En général, le problème n'est pas visible, mais lorsqu'on envisage toutes les possibilités, les aléas, eh bien, on ne peut que constater que les facteurs de risque sont nombreux et qui peuvent justement déboucher sur des impacts majeurs, raison pour laquelle une précaution est essentielle. S'agissant de l'aménagement, des mesures d'aménagement pour la protection des eaux souterraines, nous disposons d'un certain nombre d'outils qui sont prévus au terme de la loi pour la protection des eaux. Nous avons des zones de protection des eaux qui existent, des aires de protection des eaux, qui existent depuis 50 ans déjà et qui comportent des contraintes déjà majeures en ce qui concerne la propriété privée. Et notamment, si je suis à proximité d'un puits de captage, eh bien, je risque d'avoir moins de possibilités. Par exemple, la construction est limitée. Certaines constructions en particulier peuvent être limitées. Et lorsqu'on est à proximité d'un puits de captage, bon, bien sûr, on ne peut pas établir une interdiction totale. Par exemple, les aménagements contre les avalanches sont importants et donc on est obligé de les construire là où le risque d'avalanche existe. Et donc ça peut effectivement
se comporter une exception à la règle. Ce qui est essentiel, c'est de se protéger contre des produits qui pourraient être retenus et se dégrader dans le sol. Donc la logique guide tout ça est que le sous-sol peut servir de filtre des eaux potables et peut permettre le passage d'agents pathogènes ou de germes. Alors, imaginez que l'on construise quelque chose dans ce filtre, par exemple une conduite, eh bien, ce filtre ne pourrait plus fonctionner et retenir justement les produits donc chimiques. Diese Schutzzone, dass die C'est donc là l'objectif de cette loi, créer cette protection autour de ces aires. Ensuite, il y a les aires d'alimentation qui servent à protéger les eaux souterraines face aux substances qui ne sont pas suffisamment retenues par le sol ou qui sont détériorées. Elles, en fait, sont mobiles. Il s'agit, par exemple, de produits de dégradation, de produits phytosanitaires, des nitrates, par exemple. Et ces aires d'alimentation, eh bien, ce sont les zones où les eaux à 90% viennent de la zone en question. Et si on examine la zone de plus près, eh bien, nous voyons qu'il y a seulement une petite partie du bassin versant, 30%, qui... Et avec ces 30%, on parvient, à protéger 90% des eaux présentes dans la zone. Et en cas de pollution, on peut identifier l'aire d'alimentation, on peut identifier la source de provenance de la substance nocive de manière à mettre en place des contre-mesures. Ensuite, il y a les aires de protection des eaux AU. Ce sont des zones avec des ressources en eau souterraines qui représentent un tiers du territoire. Donc, c'est une superficie énorme et il est impossible, naturellement, d'appliquer à cette superficie des contraintes très, très sévères. S'agissant, par contre, de la mise en œuvre de ces mesures législatives, nous savons que nous vivons dans un pays où on manque d'espace, où de nombreuses activités sont menées simultanément. Et lorsque on parle d'une aire de protection, on sait qu'on ne peut plus y bâtir ou y déployer d'autres activités, ce qui peut bien sûr générer des conflits concernant les objectifs à atteindre. Et lorsque les responsables ne savent pas qu'il y a des aires de protection, bien sûr, ils ne tiennent pas compte de ces contraintes. Donc, vous voyez que les défis sont importants. Et là, vous avez un puits de captage d'eau potable, c'est l'exemple qui est ici illustré, construit en plein milieu d'une prairie il y a 100 ans. À l'époque, bien sûr, un certain nombre de maladies sévissaient, et des maladies qui étaient communes, qui, entre-temps, ont été éradiquées. Et en 70, grosso modo, autour des années 70, vous voyez que quelques bâtiments ont été construits. Et en 70 également, est entrée en vigueur une loi interdisant l'édification dans ces zones. Et au cours des 20 années qui ont suivi, on a vu que les bâtiments ont continué de se multiplier, les constructions aussi, et les bâtiments étaient à ce point nombreux dans cette zone qu'il a fallu fermer le puits de captage. Fort heureusement, notre puits de captage a pu être construit dans cette aire, mais malheureusement, aujourd'hui en Suisse,
lorsque on ferme un puits de captage, on ne trouve pas d'endroit ou d'espace pour en construire un autre parce qu'il y a déjà des bâtiments ou disons que tout le tissu est bâti et donc ça pourrait provoquer et créer des risques pour le puits de captage. Donc vous voyez que les défis sont importants. Les règles sont correctes, mais la pression est importante et les mises en œuvre sont parfois un petit peu complexes. Bien, alors un autre point encore. Nous avons en fait ce suivi depuis une trentaine d'années déjà. Ce sont les résultats d'une section précise et vous voyez ici que dans certaines aires où l'élevage est intensif, bon, ben, on est au-delà des valeurs limites. Sur 800 puits de captage, la valeur limite concernant les nitrates, bien, ces valeurs ont été dépassées. On le sait, ça fait 30 ans qu'on est au courant. Mais malheureusement, on n'intervient pas sur ces pollutions. On sait que le problème existe, mais il est extrêmement difficile d'en revenir à une situation où ces pollutions ne sont pas présentes. D'autres exemples encore. Alors, Raphaël Domenico en a déjà parlé, mais on parle souvent des PFAS dans la presse. Et puis là, vous avez les TFA également, en fait, le trifluoroacétate, substance qui se comporte comme l'eau. Et donc, l'introduction de ces substances nocives se fait à travers l'eau de pluie également. Donc, ce n'est pas un problème suisse uniquement, mais c'est un problème que l'on enregistre partout en Europe. Ce qui était dans le trou de l'ozone dans le temps, maintenant, eh bien, on le retrouve dans les eaux souterraines. Les PFAS sont omniprésents. Et ils viennent également, ils sont issus de différentes utilisations. Parce que, et pour gérer un problème de cet ordre, eh bien, il faut faire recours à la législation sur les substances chimiques. Et il faut surtout que l'approche soit concertée au plan multinational pour pouvoir aborder ce problème. L'agriculture joue naturellement un rôle majeur ici et comme on le disait, eh bien, c'est des substances communes que l'on retrouve souvent dans les eaux souterraines. Donc, c'est un défi majeur pour nous et pour nos approvisionnements en eau potable. Ensuite, bon, ben, au niveau politique, on en a déjà parlé de manière approfondie. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème, mais on ne peut dire que rien ne se fait. La pollution des eaux a fait l'objet de débats intenses au niveau politique. On a approuvé différents trains de mesures. Une initiative parlementaire a été engagée pour réduire les risques qui vont de pair avec l'utilisation des pesticides. Donc, il y a des mesures, effectivement, des dispositions qui, au fur et à mesure, sont mises en œuvre. Il y avait également une mesure concernant les stations d'épuration et deux autres mesures que je souhaiterais mentionner concernant les eaux souterraines. La motion 20-36-25, protection plus efficace de l'eau potable à travers la détermination des secteurs des aires d'alimentation, et le rapport de la DCGN, protection des eaux souterraines en Suisse. Encore une fois, on l'a déjà dit, il nous faut intervenir, il faut agir au niveau des eaux souterraines. Maintenant, eh bien, je passerai à l'illustration détaillée de ces deux dernières mesures. La motion, pour commencer, la motion 20-36-25 pour les aires d'alimentation.
Comme je le disais tout à l'heure, en cas de pollution, on désigne des aires d'alimentation et c'est dans ces aires d'alimentation qu'on adopte des mesures afin d'éliminer ces formes de pollution. J'ai déjà évoqué les nitrates. Pas grand-chose n'a été fait au sujet des nitrates et le Parlement a proposé de modifier la loi sur la protection des eaux de façon à pouvoir intervenir sur les puits de captage des eaux. Donc, là où, en fait, il y a déjà la pollution qui s'est installée, mais dans le cas des puits de captage qui risquent concrètement d'être pollués, eh bien, là aussi, il faudrait justement désigner des aires d'alimentation. Et cette motion précise, entre autres, que dans le cas des puits de captage au niveau régional, on pourrait désigner des aires d'alimentation afin de comprendre d'où viennent les substances nocives, quelle est la source de pollution. Ensuite, les mesures contre la pollution. Eh bien, celles-ci ne sont pas prévues parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Donc, cette motion ne prévoit pas de mesures supplémentaires. Et il existe également des restrictions concernant les produits phytosanitaires et leurs formes de dégradation. Ces produits secondaires sont réglementés aujourd'hui de manière plus sévère. Et lorsque l'on adopte des mesures dans ces aires d'alimentation, la condition des micro-organismes s'améliore et c'est l'un des objectifs de la loi sur la protection des eaux. Parmi les objectifs, nous souhaitons justement régulariser les aires d'alimentation et au cours d'une deuxième phase, nous souhaitons adopter des mesures afin de protéger les eaux souterraines d'une meilleure manière, les protéger contre la pollution. C'est vrai que de grands débats ont déjà été organisés en la matière pour savoir ce qu'il y a lieu de faire, quelles sont les questions encore à résoudre. Et les méthodes pour désigner les aires d'alimentation reposent déjà sur... en fait, on les aborde déjà grâce à des formes de collaboration. Et Fabio Malaguerra en parlera très certainement dans sa présentation. Bien, alors, je n'ajouterai rien d'autre à ce cadre législatif, car le 26 novembre, une consultation sera ouverte et M. Rusty présentera les nouvelles dispositions législatives. C'est la tâche qui lui revient. Donc, je n'ajouterai rien d'autre à ce sujet. Quant au rapport sur la protection des eaux souterraines en Suisse, rapport de la CDGN, eh bien, une analyse approfondie a été faite sur les eaux souterraines, sur les défis et sur le bien fondé de la loi sur la protection des eaux et sur l'état de mise en œuvre de cette loi. Il en ressort de nombreuses lacunes dans la mise en œuvre de cette protection des eaux. Il en ressort que la législation n'est pas mise en œuvre de manière systématique en ce qui concerne en particulier les aires d'alimentation, mais également les aires de protection des eaux. Et la Confédération se doit d'engager une surveillance beaucoup plus rigoureuse. Il en découle la formulation de 7 recommandations qui ont été adoptées par le Conseil d'État. Et je vais m'attarder sur 2 points en particulier.
Il nous faut pouvoir mieux superviser l'état de la protection des eaux et comprendre s'il y a conflit en matière d'utilisation, voir quels sont les problèmes, quels sont les sites qui peuvent créer des problèmes et là où il s'impose d'adopter des mesures. Aujourd'hui, eh bien, on l'ignore, on ne sait pas comment tout cela évolue et c'est un système qui est en cours de construction. On est en train d'en débattre avec les cantons pour adopter une approche graduelle. Et il faut que les cantons soient équipés des bons instruments pour la mise en œuvre. Généralement, ils donnent mandat aux communes, aux municipalités parce qu'ils ne disposent pas des informations nécessaires. Et sur la base des données disponibles, ils souhaitent avoir un tableau d'ensemble de la problématique pour pouvoir intervenir sur place et comprendre ce qu'il faut faire sur place. On pourrait créer un système, par exemple, qui prévoit que tous les 4 ans, on vérifie l'état des puits de captage et voir s'il y a lieu d'intervenir ou pas. Alors, la plateforme pour la protection des eaux souterraines est en train de travailler sur ce point. C'est un projet pilote qui évolue correctement, mais on assistera à d'autres développements à l'avenir. Ensuite, il y a un autre aspect encore. S'agissant de l'aménagement du territoire et la protection des eaux souterraines, eh bien, il faudrait que celles-ci soient prises en compte immédiatement et en temps et en heure pour pouvoir résoudre le plus rapidement possible les problèmes et les conflits existants. De nouvelles approches ont été mises en place également pour l'utilisation de la chaleur dans le sous-sol. SVW a mis en place un groupe qui permet aux cantons de formuler des recommandations. Et n'oublions pas que nous devons aborder également des changements climatiques. Et en fait, la sécheresse également qui ne fait qu'aggraver les problèmes. Je suis pratiquement arrivée à ma conclusion. Alors, pour conclure, que dire? Eh bien, il est important que l'on puisse protéger les eaux souterraines de manière durable, que l'on protège également les écosystèmes. Encore une fois, ce sont des défis d'envergure et le dérèglement climatique ne fait qu'aggraver tous ces problèmes. Mais il faut en fait se préparer à faire face à ces problèmes. Nous devons nous rendre compte de ce que les sécheresses seront beaucoup plus fréquentes à l'avenir. Et il faut également que l'on se protège et que l'on travaille sur l'approvisionnement en eau, mais à long terme. Ce n'est pas simplement une tâche confédérale, mais c'est une tâche que doivent relever également les cantons. C'est quelque chose qui nous concerne tous et je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. Merci, Michael. Merci infiniment. Et comme à l'accoutumée, eh bien, les propos sont extrêmement clairs. Maintenant, nous pouvons accueillir quelques questions, si jamais il devait y en avoir. J'espère qu'il y en aura. Je ne vois pas de main levée. Alors, moi, bien sûr, moi, naturellement, j'ai une question. Alors, j'en ai même deux. Mais je peux peut-être les réunir. Alors, tu nous as montré toutes les normes pour la protection des eaux, de l'agriculture et ainsi de suite. Mais apparemment, tout ça n'est pas, comment dire, synchrone, parce que d'une part, nous pouvons
intervenir avec des produits homologués, etc., tout ce qui est autorisé. Et puis, d'autre part, il y en a qui disent halte, il y a un problème de santé, il faut justement éliminer quelque chose qui est dans l'eau potable. Donc, apparemment, ce principe de précaution ne fonctionne pas au mieux. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Eh bien, c'est un excellent point. Et en Suisse, nous ne nous limitons pas à pratiquer la protection des eaux souterraines, mais il y a de nombreuses activités importantes que nous déployons et difficile qu'il y ait concertation entre toutes ces actions. Eh bien, c'est là le plus grand défi, parce qu'on sait qu'on peut promulguer des lois, mais en fait, si on ne prend pas conscience de l'importance de ces principes, et je parle surtout des personnes qui déploient ces activités, les choses se compliquent. Et c'est pareil également lorsque, en fait, on conduit, on a mis en place des limites, personne ne respectait les limites de vitesse. Alors, on a essayé d'expliquer également pourquoi on avait introduit des limites de vitesse. On a essayé d'expliquer justement le sens de ces obligations et après avoir obtenu l'explication, on a accepté ces limites. Donc, je crois qu'il va falloir que l'on explique, comme on l'a fait pour les ceintures de sécurité, entre autres, quels sont les dangers et ce qu'on peut atteindre avec ces mesures. C'est quelque chose qui nous interpelle. Par exemple, si on construit un pavillon, eh bien, généralement, il faut tenir compte de la production des eaux souterraines. Il est important qu'on le sache, qu'on en ait conscience et qu'on s'adapte par voie de conséquence. Comme je l'ai déjà dit, c'est un défi d'envergure, c'est un défi qui passe par la sensibilisation de nombreux acteurs. Anche generazioni, forse Oui, et le sujet aujourd'hui consiste également à prendre en compte le futur des nouvelles générations. Et parfois, les chiffres, les données nous parviennent lorsque les produits sont déjà dans l'eau. Enfin, on fait des mesures, on mesure ce qui existe déjà et on est déjà en retard. Ce n'est pas, bien sûr, la faute au ministère de l'Environnement, mais c'est, si vous voulez, c'est un facteur intrinsèque du système. On découvre les dégâts lorsqu'il est déjà trop tard. Bon, là, on est un peu concentré sur les 2 litres d'eau potable qu'on boit chaque jour, mais il s'agira également d'aborder des sujets plus vastes qui ont trait à l'environnement dans son ensemble. Tu l'as évoqué, la question des eaux souterraines, et alors ce qui concerne les eaux potables concerne aussi l'environnement dans son ensemble. Nous avons un expert qui nous en parlera. Donc, au final, on finit toujours par gérer les erreurs, les dégâts, les accidents avec des coûts. Et les effets sur l'environnement sont beaucoup plus vastes lorsque l'accident se présente. Eh bien, nous disposons d'un système qui permet à certaines substances de finir dans l'environnement. Alors, créer un système qui empêche tout ça, c'est extrêmement difficile. Cela passerait par l'existence d'une administration qui contrôlerait tout. Qui chapeauterait tout. Il faut reconnaître que dans la protection de l'environnement, on est toujours un petit peu en retard d'une guerre par rapport aux problèmes qui se présentent. Néanmoins, on apprend sur la base des erreurs aussi, et je pense qu'au fil du temps, on sera de plus en plus en mesure de prévoir et de reconnaître les facteurs critiques. Et il est important de tirer parti de ces leçons que nous avons déjà apprises pour que ces leçons qui représentent un apprentissage nous soient utiles aujourd'hui. Par exemple, si des bâtiments se construisent, ou alors si on veut par exemple construire des aménagements pour exploiter la géothermie, puisqu'on souhaite remplacer les fossiles, et la géothermie doit pouvoir être exploitée, mais comment? Justement par des aménagements, raison pour laquelle il nous faut effectivement une capacité donc de gestion coordonnée. Merci.